bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce panel. Nous sommes live de Bruxelles, on se trouve chez Fosbury Sons Alphonse et on va avoir une table ronde qui est organisée bien évidemment par la Fédération royale de l'industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes. Je m'appelle Souyin Ars, je serai votre modérateur pour cette séance, cette discussion constructive que je vais avoir avec mes panélistes qui sont avec moi ici à Bruxelles. En laat ik misschien maar meteen beginnen om die verschillende panelleden even aan u voor te stellen. We hebben Patrick Jobet, responsable groupe de l'environnement et de l'eau chez Spadel, bienvenue. Veerle Hellemans, welkom, account director research chez Y5 Research. Nathalie de Greve, u bent director sustainability bij Comeos. Ahmed Boumra, directeur van de fabriek bij Schootfontein. En tenslotte Diane Feinstein, die Market Intelligence Manager is voor Valvair. Van harte welkom allemaal. We willen in dit online event natuurlijk alle stakeholders samenbrengen. We hebben hier een aantal stakeholders rond de tafel zitten, maar we willen natuurlijk ook u betrekken bij ons gesprek. Dus indien u gedurende deze uitzending, die ongeveer een uurtje zal duren, vragen heeft, dan kan u die stellen. U kan dat doen in de chat. En als het goed is, dan krijg ik een aantal van uw vragen hier in de studio door. Maar u weet hoe dat gaat met online events. Wij moeten ons altijd heel erg aan een timing houden. Dus het zou kunnen zijn dat een aantal van uw vragen nog niet beantwoord zullen zijn en er toch een aantal pertinente vragen zijn, dan zorgen wij ervoor dat u daar een antwoord op zal krijgen. Mais avant de commencer, nous allons écouter quelques minutes des interviews qui ont été faites pour un peu comprendre ce que les consommateurs belges préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent boire de l'eau du robinet ou est-ce qu'ils préfèrent quand même de l'eau en bouteille? Nous allons regarder ce petit film. C'est vrai que je préfère l'eau de bouteille. Graanswater. Je préfère les goûts de l'eau de robinet que l'eau de bouteille. Et du sien, je pense que c'est plus sustainable parce qu'il n'y a pas de... La bouteille, par exemple, on ne doit pas la jeter. D'habitude, moi, je prends l'eau du robinet. Flesjeswater. Alors, je bois de l'eau du robinet, mais que je gazéifie moi-même. Flessenwater. Ja, kwestie van smaak. Dus ik vind dat kraantjeswater, vooral als het niet gekoeld is, alleen niet heel fris is, dat het een beetje flats smaakt in feite. En ja, flessenwater heeft meer mineralen in, dus het heeft automatisch meer smaak in feite. Moi, je préfère l'eau de robinet parce que déjà, elle est potable, elle est très bonne, elle est saine. Et en plus de ça, je trouve que quand elle est froide, on perd tout ce goût de calcaire et du coup, elle est meilleure pour moi, personnellement. Voor mij is het eigenlijk redelijk gelijk. Gewoon wat het makkelijkste is en daarom drink ik meestal kraantjeswater. Flesjeswater. Omdat je dat gewoon veel lekkerder vindt. Dat heeft een andere smaak dan kraantjeswater. En dat gaf ons meteen een mooi beeld en we zien meteen ook die diversiteit. De consument heeft verschillende voorkeuren. Laat ons misschien eens starten echt bij het begin. Letterlijk en figuurlijk in dit gesprek. Namelijk de bron van het water, wat natuurlijk intrinsiek het grote verschil geeft tussen natuurlijk mineraalwater en kraantjeswater. Maar voor ik vragen heb voor mijn panel, stel ik voor dat we eens wat dieper ingaan op die bron en op het water. En daarvoor gaan we luisteren naar een kort filmpje waar een hydrogeoloog, een andere hydrogeoloog, want meneer Jobet is ook hydrogeoloog, Alain de Sargue van de Universiteit van Luik, die zal ons iets meer vertellen over die herkomst van het water. Bien, mais donc pour comprendre un peu la protection des eaux minérales et des eaux de source, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle une nappe aquifère. Et dans le sous-sol, en fait, lorsque nous avons de l'eau, les nappes aquifères sont en fait constituées du sous-sol saturé d'eau.
Donc, c'est plus une image comme une éponge qu'une cavité remplie d'eau. Donc, ça veut dire que, en fait, toute couche du sous-sol qui est saturée en eau et qui est suffisamment perméable est ce qu'on appelle une nappe aquifère. Et donc, sachant cela, il y a évidemment deux façons d'aller chercher de l'eau. Il y a soit aller chercher de l'eau dans les sources, soit aller chercher de l'eau via des forages. Alors, les sources, c'est quoi? C'est quand la surface topographique croise finalement cette zone du sous-sol qui est saturée en eau. Alors, vous avez de l'eau qui suinte naturellement et ça constitue une source. Et donc, ça, c'est une façon de capter. Hein. Si on collecte cette eau qui suinte, on a ce qu'on appelle un captage à la source. Mais vous pouvez aussi aller faire des forages et capter cette zone saturée d'eau en profondeur par les forages crépinés. Alors, comment protéger cette eau captée? En fait, il n'y a pas beaucoup de mystère. Si on veut protéger l'eau des sources et l'eau captée par ces forages, eh bien, il faut protéger tout son cheminement, c'est-à-dire depuis l'infiltration jusqu'à son captage. Alors, vous allez me dire, la première chose à faire, c'est de connaître quel est le parcours de cette goutte d'eau, finalement, entre son infiltration et son captage. Et donc, c'est ça, en fait, l'objet de la science dans laquelle je suis un expert, c'est l'hydrogéologie, donc c'est l'étude des eaux souterraines. Et donc, ça veut dire que, à mon avis, toute compagnie qui exploite des eaux minérales ou de l'eau de source doit avoir une très bonne connaissance de son sous-sol et surtout du parcours de l'eau dans le sous-sol jusqu'à son captage, jusqu'à ses captages. Et donc, ça demande une très bonne connaissance et ça demande des études, effectivement, parfois assez coûteuses, d'essayer d'investiguer ce sous-sol pour comprendre le parcours et en combien de temps met cette eau entre l'infiltration et son captage. Alors, ça veut dire que en zone évidemment urbaine ou périurbaine, c'est pas facile évidemment de protéger par des mesures concrètes cette eau pour qu'elle ne se charge pas en toutes sortes de contaminants. Vous savez très bien que nos sociétés évidemment émettent assez bien de contaminants. Et donc, ça veut dire que, quelque part, l'occupation du sol, land use, comme on dit en anglais, est quelque chose d'extrêmement important dans les zones d'infiltration et donc les zones de protection à réaliser autour des captages. Et donc, les eaux minérales, évidemment, sont caractérisées d'habitude par une composition constante. C'est évidemment une indication que cette eau est très bien protégée, parce que si effectivement elle a une composition constante dans le temps, cette eau, ça veut dire que finalement elle ne change pas de composition à cause de contaminants qu'elle je dirais, rencontrerait dans son parcours. Les autres sources n'ont pas cette imposition de composition constante, mais elles ont une imposition en termes de composition qui soit potable, évidemment, à l'état naturel. Ik begrijp dus dat er twee manieren zijn om water te gaan zoeken. Dat is enerzijds de natuurlijke bronnen en anderzijds gaan boren in de onderliggende lagen van onze aarde. En ik begrijp ook, naar wat de hydrogeoloog ons net zei, dat we eigenlijk moeten proberen om die druppel te gaan beschermen doorheen de hele weg die hij aflegt. Dat lijkt toch wel een uitdaging, vandaar ook het belang van die hydrogeologen die dat heel goed kunnen. En dat brengt mij meteen bij een eerste vraag, mevrouw Hellemans. Als we op restaurant gaan of als we zelf mensen thuis ontvangen, dan gaan we onze vraag stellen: welke wijn ga ik serveren? Of steeds meer, welk bier ga ik serveren bij wat we gaan eten? Maar het is toch echt heel erg uitzonderlijk dat men onze vraag stelt: welk water wilt u dat er op tafel komt? Hoe komt dat? Dat is inderdaad frappant. Als we kijken naar de betekenis van bijvoorbeeld wijn op restaurant, dat heeft een heel andere context. Dat die drank daar een bepaalde betekenis voor ons heeft. Dat is bijna een celebratie van het moment waar je dat het moment eigenlijk wil verheffen tot iets moois, tot iets meer. En die rol van die drank en die wijn heeft daar een bepaalde betekenis. De betekenis van water is in die zin
wel helemaal anders in de ogen van consumenten. Als we vragen wat betekent water voor u, dan gaan we zeer snel tot heel functionele associaties. Het gaat over hydratatie, het gaat over dingen die heel lichamelijk, over het bijna watering the organs komt er vaak uit, het water geven van je organen. En die liquid intake bijna geurloos, smaakloos. Dat is eigenlijk bijna de eigenschappen van het water. Natuurlijk in een context van een restaurant. Restaurantomgeving heeft dat een heel andere betekenis dan dat je bijvoorbeeld doorheen de dag voorziet in voldoende waterinname, want we weten dat dat gezond is, dat je dat moet, dat is een bepaald moetje. Ook voor jezelf zorgen, voor anderen zorgen. Dus die context is daarin heel belangrijk in die betekenisgave van die categorie van water ten aanzien van andere dranken. Feinstein, quand vous écoutez ce qu'elle vient de nous dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté? En fait, je crois qu'il faut tenir compte du contexte. Et aussi, quand on pose la question au consommateur, en fait, quand il se trouve dans un restaurant, il y a deux façons de voir les choses. Pour l'eau pétillante, on aura plutôt tendance à poser une marque parce que la marque représente un environnement, une image, une atmosphère. Donc on dira plutôt je voudrais un Perrier ou une San Pellegrino. Par contre, pour l'eau plate, c'est effectivement moins fréquent, mais je crois que le consommateur est aussi pragmatique et il sait que quand il va dans un restaurant, il n'a pas toujours le choix au niveau de la marque d'eau. Et donc, même si ce choix est posé, on va lui dire, vous voulez une Valver, nous n'en avons pas, on vous donnera une Spa. Et donc, je crois que le contexte du restaurant est un peu différent. Parce que si on prend les raisons pour lesquelles on boit de l'eau en bouteille d'une manière générale, on voit qu'on a deux éléments très importants qui sont le goût. On préfère boire une eau X ou une eau Y. Et aussi la minéralité, la composition, parce qu'on va aller chercher une eau spécifique en fonction de ses minéraux pour un bénéfice de transit ou d'énergie, etc. Donc je crois que le contexte restaurant est aussi limité par rapport à la possibilité de faire un choix au niveau de la marque d'eau. Peut-être quelque chose qui pourrait ou qui devrait changer dans le futur. Donc vous dites, quand on parle de bulles, on risque de vous demander éventuellement un certain choix, mais quand on parle de l'eau plate, voilà, on n'a pas trop le choix. Est-ce que, Monsieur Boumra, est-ce que les entreprises, les différentes entreprises communiquent alors assez sur leurs différences, sur leur eau? Je pense en tout cas qu'il y a une évolution dans la communication et il y avait des études qui révélaient en fait que, par exemple, les aspects environnementaux étaient très importants pour 73% des personnes, voire critiques pour 22%. Et si je prends le cas de Chaudfontaine, ce qu'on a fait très récemment, en fait, on a refait un relooking en fait de la marque pour insister justement sur cet aspect local, eau minérale locale belge, aussi l'aspect naturalité et donc le cheminement en fait des 60 années pour réinsister sur la pureté de l'eau minérale et ça se traduit même dans le logo où en fait on a d'une part la goutte d'eau de pluie qui tombe et 60 ans après qui émerge en fait. Donc oui, il y a une évolution dans la communication. Donc vous dites on le fait mieux qu'il y a quelques années. On fait plus attention à comment on communique pour justement donner tous ces aspects qui sont importants? Oui, je pense que c'est une réalité et que toutes les marques essayent vraiment d'insister et de sensibiliser le consommateur et de répondre à ses attentes surtout. D'accord. Monsieur Jobé, on a entendu votre collègue, on va l'appeler, parler des sources. Ce que je me demande, est-ce que les entreprises font assez attention pour justement préserver ces différentes sources? Je pense qu'on fait même beaucoup, et de manière peut-être un peu méconnue, mais on oublie que les producteurs d'eau minérale et d'eau thermale ont été les premiers en Europe à protéger les ressources et gérer durablement les ressources. Mais comme le disait le professeur Dassart, pas uniquement le lieu où l'eau sort ou est captée, mais l'ensemble de la zone qui contribue à la création quelque part de cette eau minérale ou de cette eau thermale, qui peut faire plusieurs milliers d'hectares, voire à Spa faire même plus de 10 000 hectares. Et donc ce travail de protection a été entamé il y a très longtemps, puisqu'en Belgique, il faut savoir que la première zone de protection date de 1889 à Spa, et la première loi de 1772, donc il y a bien longtemps, et qu'au fur et à mesure du temps, l'ensemble des producteurs
et en particulier peut-être à Spa, on a vraiment développé une stratégie pour éliminer les risques, travailler beaucoup sur les écosystèmes aussi, puisque en protégeant l'environnement, le seul moyen d'avoir une eau pure, c'est d'avoir un environnement pur. Et donc en protégeant cet environnement, on a eu aussi un impact très positif sur les écosystèmes et sur tout ce qui est l'aspect biodiversité, piégeage des gaz à effet de serre. Donc il y a un gros travail de protection. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident de communiquer auprès du consommateur ou des parties prenantes tout le travail qui est fait au quotidien pour préserver cette ressource depuis des siècles. Donc ce que vous dites, c'est que quelque part, c'est un choix stratégique qui est fait, mais nous, les consommateurs, on n'est peut-être pas assez au courant qu'effectivement, c'est un travail qui est fait. C'est correct? C'est vraiment un travail de fond et on n'a parfois pas toujours le temps ou pas suffisamment la fierté d'expliquer tout ce qui a été fait, sachant que par exemple la Belgique est reconnue pour une grande qualité de ses eaux en bouteille et pour son patrimoine sourcier, quoi, effectivement. Donc j'entends qu'on doit être un peu plus fier, we moeten een beetje trotser zijn als Belgen op wat we eigenlijk doen en dat toch wel krachtige water dat er aanwezig is. Madame Van Stein, ce que je me demande aussi, c'est que quand on parle par exemple des femmes enceintes, on va leur dire il faut utiliser l'eau en bouteille parce qu'il y a éventuellement des risques avec les eaux qui sortent des robinets. C'est vraiment une communication vraiment vers les femmes enceintes. Pourquoi est-ce que quand on parle du reste de la population, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans cette communication? Mais en fait, les femmes enceintes ont des besoins spécifiques. Et c'est vrai que quand on est enceinte, on fait plus attention à toute une série de choses que quand on n'est pas enceinte. Et donc notamment le taux de nitrate, on sait que bon, il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Et aussi, on va rechercher des bénéfices dans certaines eaux, comme le bénéfice de transit. On sait que les femmes enceintes ont plutôt tendance à la constipation ou du calcium dans une autre eau, etc. Donc il y a vraiment une conscientisation des besoins spécifiques de la femme enceinte. C'est la même chose quand on parle d'eau à mettre dans les biberons. On va aller chercher des eaux faiblement minéralisées. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le même type de communication pour la population générale? Mais en fait, on le fait puisque sur certains bénéfices, comme le transit par exemple, on communique vis-à-vis de la population globale et le magnésium avec des marques comme Contrex, etc. Donc sur des bénéfices spécifiques, on va aller communiquer à la population totale. Alors dire qu'il faut boire de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet, on l'a vu dans la petite vidéo, je crois qu'il y a une mixité de comportement et une mixité aussi de raisons. On sait qu'on va aller vers l'eau du robinet peut-être pour le coût et pour la disponibilité, mais on entend aussi dans nos études, quand on parle aux consommateurs, que l'eau du robinet, en fait, on sait moins ce qu'il y a dedans, on est moins dans le contrôle. Et c'est pour ça aussi, par rapport aux femmes enceintes, c'est qu'elles veulent savoir ce qu'elles boivent et une eau à Oudergem n'aura pas la même composition qu'une eau à XL. Et donc voilà, donc c'est un peu pour ces raisons-là que pour les femmes enceintes, on a une communication très spécifique. C'est ça, et qui a aussi ce logo qui existe, que c'est adapté à la préparation du lait maternel, qui est vraiment fait par le Conseil supérieur de la santé pour nous expliquer ce qu'on peut attendre dans les eaux en bouteille. Als u dat hoort, mevrouw Hellemans, welke reactie hebt u daar dan op? Van oké, we communiceren naar zwangere vrouwen, men communiceert ook naar het water dat men idealiter gebruikt om flesjes te maken voor die kinderen als men geen borstvoeding geeft. Is dat ook iets dat u merkt van we zouden aan de consument daar die niet zwanger is ook over moeten communiceren? Er is natuurlijk al heel wat communicatie gebeurd doorheen de laatste jaren. Zijn mensen ook meer en meer op de hoogte gebracht van de kwaliteit van kraantjeswater ten aanzien van mineraalwater. Heel die communicatie, daar is heel wat gebeurd de laatste jaren. En daar hebben veel mensen een bepaalde afweging gemaakt van als water maar water is voor sommigen, dan wordt het heel moeilijk om te gaan wedijveren. Oké, wat is dan de meerwaarde van het mineraalwater of die extra benefits die dan gaan gelden? En dan kom je bijna in een wereld van wat is er meer ten aanzien van de baseline? Water is water en het is voldoende voor mij om mij te hydrateren. Ten aanzien van op bepaald, als je
zwanger bent of bepaalde als gezondheid in het spel is, dan komt natuurlijk de bedreiging om die gezondheid te gaan schaden. Dan gaan we in het negatieve. Dus daar zit die aandacht wel. Als mensen zwanger zijn of bepaalde gezondheidsrisico's gaan ervaren, dan gaan ze daar veel gevoeliger aan zijn. En dan gaan ze die keuzes veel bewuster maken. Wanneer mensen gewoon water als water zien, dan zit je wel in een moeilijke positie als zijnde een mineraalwater. Of dan ga je naar die benefits eerder gaan moeten communiceren om daar te gaan overtuigen waarom het water nu effectief daar beter is. Dus het is een kwestie van wat gezondheid enerzijds ook betekent voor mensen ten aanzien van kraantjeswater, maar ook de vele andere overwegingen die worden gemaakt. Uiteraard, prijs zit daar zeker tussen, gemak zit daar zeker tussen, maar dan weer de barrières rond smaak en geur die dan meer worden geassocieerd met kraantjeswater. Maar waar je dan ook weer bepaalde oplossingen rond hebt, rond toevoegingen die je zelf kan doen thuis of carbonatie zelf toevoegen thuis. Dus daar is heel veel gebeurd in de laatste jaren, ook het toevoegen van smaak om het water minder saai te maken. Er is er veel stappen vooruit gemaakt, ook binnen de waterproducenten die daar op hebben ingespeeld. Maar het blijft natuurlijk wel ten aanzien van het kraantjeswater, om die communicatie van wat is nu de meerwaarde, dat blijft een opdracht, denk ik, om daar die meerwaarde telkens in te benadrukken. Dus eigenlijk een beetje af te stappen van die idee, och ja, water is maar water. Het gaat enkel over de hoeveelheid water die ik zou moeten drinken om gezond te blijven, maar echt dat stapje verder gaan. Ik kom eens bij u, mevrouw De Greven. Hoe belangrijk is het hele lokale aspect? Als men kijkt bij keuze van waters in winkels, is dat iets waar u bepaalde dingen opmerkt, dat bedrijven daar goed of minder goed over communiceren, over dat feit van het gaat hier over een lokaal geproduceerd water? We zien in het algemeen wel een sterke voorkeur van consumenten voor lokale producten en zeker lokale voeding. Misschien niet specifiek voor dranken of water, maar in het algemeen wel voor voeding. En waarom is dat in de eerste plaats zeker nog benadrukt door de hele COVID-periode? Omwille van, we steunen daarmee de lokale producenten, enerzijds, maar anderzijds ook, ze weten dat het staat voor kwaliteit en smaak. En uiteraard ook het duurzame aspect is. Lokaal is duurzaam, het moet van niet te ver komen. Dus dat speelt wel in het algemeen. Ik denk wel dat consumenten echt wel weten welke van de merken, watermerken, Belgische zijn en van Belgische bodem. En ja, als ze dat aspect belangrijk vinden, dat ze dan eigenlijk toch wel zelf die keuze maken voor de Belgische merken, eerder dan de merken die van buiten België zouden moeten komen. Oké. Ook opmerkelijk dat u aanhaalt dat we daar misschien een voordeel hebben gehad in heel deze gezondheidscrisis die we gezien hebben, dat we inderdaad gaan naar meer lokaal ondersteunen omwille van verschillende redenen. Maar ik zou toch willen concluderen, als ik jullie hoor praten, dat er toch nog wel wat werk aan de winkel is. Er wordt over een aantal dingen goed gecommuniceerd, over een aantal zaken zou nog beter gecommuniceerd moeten worden. Indien u vragen heeft thuis, dan kan u die uiteraard stellen. Zoals ik aangaf bij het begin, drop die even in de chat en dan met plezier nemen wij een aantal van uw vragen mee, zo dadelijk op het eind van het gesprek. Want ik wil nu graag doorgaan naar het tweede thema van ons gesprek. We hebben het al gehad over wat het product uniek maakt. Dat we er soms in slagen om dat zeer goed te communiceren. Dat het nog wat beter kan op een bepaald aantal andere punten. Duurzaamheid ligt natuurlijk bij die bron. Dat is duidelijk. Maar duurzaamheid ligt ook bij de verpakking. En daar zien we toch een heel grote dualiteit. Als je naar een aantal mensen kijkt, die zouden eigenlijk het liefst helemaal geen verpakking zien. En dat is natuurlijk uiteraard niet mogelijk. We moeten natuurlijk op een of andere manier dat water bij de consument krijgen. En die verpakking gaat net ervoor zorgen dat al die eigenschappen ook behouden blijven tot de consument het water gaat drinken. Et de plus, on doit bien évidemment avoir une possibilité de pouvoir transporter et stocker ces eaux. Mais je pense dire que ces dernières années, même ces dernières décennies, la filière a vraiment beaucoup investi, aussi bien dans les emballages durables
qui sont durablement produits, mais qui sont également collectés, qui sont recyclés, qui sont réutilisés. Mais j'aimerais maintenant donner la parole à Madame Calcoen. On va voir une petite vidéo où elle explique un peu plus par rapport à tout cet emballage, de où on vient et où on a été jusqu'à maintenant. We gaan even kijken naar dat filmpje. Als we het gaan hebben over drankverpakkingen, dan is het toch wel belangrijk om even aan te halen dat verpakkingen heel wat functies hebben die toch niet uit het oog mogen verloren worden. Zeker voor dranken is bijvoorbeeld het behoud van de voedingswaarde, ook bescherming tegen zuurstof, denken we maar aan vruchtensappen, niet onbelangrijk. Via verpakking kan de zuiverheid en ook de kwaliteit van de drank goed bewaard en verzekerd worden. Daarnaast maken verpakkingen uiteraard ook een belangrijke functie uit om te helpen bij de logistiek, bij het transport van de dranken van bij de producent naar de consument. En is verpakking ook een medium om te gaan informeren. Zowel de klant als de wetgever gaan informeren, maar ook een middel om je te gaan positioneren om aan branding te doen. Eens deze verschillende rollen van de verpakking gaan vervuld zijn, dus als het product, de drank, geconsumeerd is, dan hebben we nog verpakkingmateriaal over, maar dan is het niet over en oud. Verpakkingen zijn immers opgebouwd uit nuttige, valorabele materialen, zoals kunststoffen, glas, aluminium. En het is niet omdat het product verbruikt is dat we die verpakkingsmaterialen als afval moeten gaan beschouwen. Nee, we gaan die terug proberen als nuttige grondstof te gaan inzetten. Die grondstoffen mogen immers niet verloren gaan. En het is dat terug inzetten, het terug inbrengen in de kringloop, dat belangrijk is en dat een circulaire gedachte voor drankverpakkingen zeer belangrijk maakt. Hierom moeten we uiteraard verpakkingen zo gaan ontwerpen dat ze zoveel mogelijk terug in die keten gaan kunnen ingebracht worden, gaan gevaloriseerd worden. We denken daarbij aan bij het ontwerp reeds dingen die onnodig zijn weg te laten. Ook al te denken van dat makkelijk verschillende materialen kunnen gescheiden worden om zo beter in te zamelen. En ook naar recyclage toe gaan kijken wat de recyclagetechnieken van het moment zijn en daarop zoveel mogelijk gaan inspelen. Hoe zit dat nu eigenlijk met de drankverpakkingen op het vlak van circulariteit? Wel, sinds de begin jaren 90, toen de gedachte van het feit dat verpakkingsafval toch wel een nuttig gegeven was, ook via de richtlijn rond verpakking en verpakkingsafval, is eigenlijk drankverpakkingen een van de eerste sorteerfracties die naast papier en karton ingang hebben gevonden in de huishoudens via de blauwe zak of de PMD-zak. Dus hierin werden zowel de blikjes, de kunststofflessen als de drankkartons ingezameld. Het glas werd dan via statiegeldsystemen teruggehaald of via de welbekende glasbol ingezameld. Voor 2020 werd zo in de PMD-centra meer dan 250.000 ton aan verpakkingen ingezameld, aan PMD-verpakkingen. Wat leidde tot een 15,8 kilogram gerecycleerde materialen per inwoner. België is in een hele stroomversnelling gekomen het laatste jaar. We zijn bezig met het opstarten op Belgisch grondgebied van 5 hoogtechnologische sorteercentra, die ervoor moeten zorgen dat er eigenlijk kwaliteitsvolle stromen klaargestroomd worden voor de recyclagecentra. Dus 4 van die 5 sorteercentra zullen eind van dit jaar reeds operationeel zijn. En ook met betrekking tot recyclage zijn investeringen lopende om ook op Belgisch grondgebied 3 grote recyclagecentra te gaan laten starten om zo die materialen een nieuw leven te kunnen inblazen en opnieuw in de kringloop in te brengen. Ook de voedingsindustrie heeft zich een aantal engagementen toebedacht. Zo wil ze tegen 2022 90% van de drankverpakkingen gaan inzamelen, sorteren om te recycleren. En langs de andere kant wil ze ook tegen 2025 gaan zien dat er 50% gerecycleerd materiaal in de drankverpakkingen zal worden ingezet. Dit zal ze onder andere doen om op basis van monitoring, dus omdat nu nog niet geweten is op Belgisch vlak hoeveel er ingezet wordt aan recyclaat in drankverpakkingen, zal dat een van de topics zijn die ze zullen gaan opvolgen.
Na deze input van mevrouw Kalkoen in het filmpje heb ik een eerste vraag voor u, mevrouw De Greven. We zien dat in de distributiesector er ook heel veel aandacht uitgaat naar het verminderen van de hoeveelheid verpakking van producten. Een van de meest verregaande voorbeelden die we gevonden hebben, is eigenlijk in een supermarkt, 2 supermarkten om correct te zijn, supermarkten van De Leize, waarin in Jeanval en Louvain-la-Neuve eigenlijk gefilterd kraantjeswater in bulk verkocht wordt aan de consument. En dan vroegen wij ons af, is dat een voorbode voor wat er op ons afkomt? Het is een test om te zien hoe het geapprecieerd wordt door de consumenten. De test loopt nog tot eind dit jaar. Uiteraard zal er een evaluatie gebeuren om te zien of het uitgebreid wordt naar andere winkels of niet. Ik ben niet zeker dat het voorbeeld gevolgd zal worden door andere retailers. Er zijn al alternatieven voor consumenten die heel duurzaam bewust zijn om zonder verpakkingen of herbruikbare flessen te kopen voor water. Dus er zijn andere alternatieven, dus ik denk dat de consument die wel al vindt. Maar retailers hebben uiteraard een continue zoektocht naar meer duurzame verpakkingen. En het is een gezamenlijke uitdaging van producenten en retailers om daarop in te spelen. Mensen en consumenten zijn meer en meer aandachtig voor minder plastic in het algemeen, maar dus ook bijvoorbeeld plastic flessen voor water. We hebben als sector ook een aantal engagementen genomen om naar meer duurzame verpakkingen te gaan, zoals die gerecycleerde materialen in de verpakkingen. En een aantal van de bedrijven hier rond de tafel staan er al heel ver in. Maar wij denken dat we allemaal samen een tandje bij moeten steken om die doelstelling van die 50% gerecycleerd materiaal in de verpakkingen te halen tegen 2025, om dat waar te maken. Dus we moeten er ook samen aan werken. En dan uiteraard, als ik zeg plastic verpakkingen, er is ook het hele zwerfvuilprobleem. Het water wordt vaak onderweg geconsumeerd en we willen toch liefst niet dat mensen hun flesje in de natuur gooien. Dus we moeten samen ook werken aan dat zwerfvuilprobleem. En uiteraard gaan we ook het gepaste antwoord moeten geven op een aantal wettelijke zaken die op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de dopjes die vanaf 2024 vast moeten zitten aan de flessen. Dus er zijn toch wel wat uitdagingen om naar duurzamere verpakkingen te gaan die ook minder zwerfvuil genereren. En daar denk ik dat we als sector heel fel mee bezig zijn. Ja, inderdaad, een beetje de opdracht van de sector en de jaartallen die u noemt, 2024, 2025. Het is allemaal niet zo ver meer. Mevrouw Hellemans, als je dat hoort, dan denk ik van oké, waarom zou ik naar de supermarkt gaan om daar kraantjeswater te gaan halen, terwijl ik natuurlijk thuis wel een kraan heb waar mogelijk, u hebt het aangehaald, wellicht niet helemaal hetzelfde water, maar waar eigenlijk ook water uitstroomt. Ja, denkt u dat dat een initiatief is dat een succes zal zijn? Het is natuurlijk af te wachten. Ik ben heel benieuwd naar de testresultaten. Ja. Maar daar zit wel een component in die ik enigszins vanuit consumentenoogpunt wel begrijp. Rond die zuivering van dat leidingwater. Dat idee dat nog beter gezuiverd kan worden door zuiveringsinstallaties, home use. Daar zit een bepaalde opdracht in om zelf als consument daarmee aan de slag te gaan. En toch ook bepaalde onzekerheden naar wat is de kwaliteit van die zuivering, wat is de kwaliteit van het leidingswater, met welke materie start ik, krijg ik het, op welk niveau krijg ik het zuiver. Als je die zorgen kan wegnemen als producent of als aanbieder, dat is toch al wel een heel grijze zone waar veel consumenten dan ook mee worstelen als ze met dat leidingwater aan de slag gaan. In die zin is het wel ook belangrijk als aanbieder van zo gefilterd of gezuiverd kraantjeswater, wie biedt dat aan? Wie heeft die credibiliteit om dan eventueel te zeggen van dit is gefilterd, gezuiverd volgens bepaalde kwaliteitsnormen van het welk merk of durable qu'autre chose, parce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement une bouteille en verre
est beaucoup plus durable qu'une bouteille PET, mais de plus en plus, on voit que ces bouteilles sont collectées, sont recyclées, sont réutilisées. Donc c'est peut-être un peu une allure que cette bouteille en PET a par rapport à cette bouteille en verre. Est-ce qu'on n'est pas obligé un peu en tant qu'entreprise d'un peu plus expliquer ces différences, ce qui est durable, ce qui l'est plus, ce qui l'est moins, ce que vous faites en tant que secteur? Si, clairement. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de nos marques, donc de nos produits belges vendus en Belgique, Spa et Bru, clairement, on a un devoir de communication et tout à fait, la bouteille verre qui va être réutilisée plusieurs fois est moins bonne, en tout cas émet plus de CO2, donc moins bonne pour le climat qu'une bouteille plastique qui est collectée. Et ça, c'est grâce en fait tout le travail qui est fait par notre entreprise, mais par le secteur en général, sur tout le cycle de vie en fait de nos produits, puisqu'on va travailler bien sûr sur l'allègement des bouteilles depuis toujours. Hein, on est vraiment dans quelque chose de très pointu. On va travailler également sur l'utilisation de plus en plus de matières recyclées, puisque les premières bouteilles avec 100% de matières recyclées sont maintenant sur le marché. On va également travailler sur nos usines, où on va avoir un impact très fort sur la réduction des énergies, avec parfois plus de 2 fois diminuer l'impact des usines dans le cadre de nos émissions. Donc vraiment un travail très fort grâce aux économies d'énergie, mais aussi l'utilisation d'énergie renouvelable, que ce soit électricité verte, gaz vert, ou de récupérer les calories des eaux. Mais on va travailler aussi sur la suite. Le transport, donc optimiser le transport. On travaille par exemple notamment avec des plus grands camions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur la route, c'est les fameux longs camions éco-combi qui permettent de mettre 30% de produits en moins sur la route, donc 30% de camions en moins, et donc 30% d'émissions en moins. Autant de différence, 30%. C'est vrai. Un gros point. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est vraiment tout le travail de fin de vie de nos produits, où là, on va collecter, recycler. Et aujourd'hui, la Belgique, parmi l'Europe, est plutôt dans les bons élèves, même si ce n'est pas fini, puisqu'en termes de collecte de nos bouteilles, que ce soit verre ou plastique, on va être soit en dessous de 90%, légèrement en dessous de 90%, soit au-dessus de 90%. Bien sûr, l'objectif de la catégorie, c'est d'arriver à 100%, et avec de l'aide de nos consommateurs et des autorités, on va y arriver. Alors peut-être juste sur les émissions, dire aussi que l'ensemble des entreprises se sont vraiment engagées dans une réduction forte des émissions, souvent en accord avec l'accord climatique de Paris. Hein, donc on est vraiment dans ce monde-là, avec des réductions de plus de 40% des émissions totales d'ici une dizaine d'années. Et donc on a aussi maintenant sur le marché des premiers produits neutres en carbone, notamment au travers des marques Spa et Bru. Donc quand un consommateur achète ce produit, il boit un produit qui est neutre en carbone. D'accord. Ok, c'est quand même des choses qui sont... Enfin, je n'étais pas au courant, donc c'est très intéressant de le savoir. Et donc, vous dites, la note en tant que Belge, on est assez élevé, donc aussi bien par rapport à comment on protège nos sources que par rapport à ce qu'on fait déjà en termes de packaging, on est plutôt bon élève. Je crois qu'on est plutôt dans les leaders du marché, ça c'est clair. Et si on regarde le monde du food en général, donc de l'alimentaire ou les autres mondes, donc le secteur de l'eau minérale et des eaux de source est vraiment un secteur de pointe qui travaille depuis toujours sur la protection des ressources, effectivement, la protection de l'environnement, de la biodiversité, mais également pour avoir l'empreinte environnementale la plus faible possible. Et on est même maintenant engagé à aller vers une empreinte positive. D'accord. Ok, intéressant. Monsieur Boumra, bien évidemment, on doit être honnête. Ce n'est pas uniquement sur la communication qu'on va devoir travailler encore plus. Le secteur peut, j'imagine, aussi encore intensifier tout ce qui fait dans l'emballage durable. Vous avez des exemples pour nous, ce que vous faites Je ne peux pas me positionner pour l'ensemble du secteur, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le problème des déchets d'emballage est un problème urgent. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on doit faire partie de la solution. Et la volonté, ce serait d'atteindre un monde sans déchets. C'est vraiment l'objectif. Maintenant, concrètement, si on regarde une marque comme Chaudfontaine, c'est une des premières marques dans le système Coca-Cola depuis 2018 à avoir du PET recyclé et des emballages secondaires recyclés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense qu'il faut continuer dans cet élément-là. Et donc, si vous regardez le site, en fait, on ne
n'utilise plus de nouveaux plastiques, sauf pour les bouchons et pour les étiquettes. Et ça, c'est peut-être aussi la prochaine étape. Une fois que des solutions techniques seront possibles, c'est justement d'avoir des étiquettes et des bouchons recyclés aussi. Ok. Et alors, récemment, Coca-Cola a annoncé qu'on allait justement au niveau Belux étendre l'utilisation du plastique recyclé à toute la gamme d'ici l'été. Donc ça va nous permettre d'épargner 14 000 tonnes de plastique, de nouveaux plastiques en fait, et de 14 000 réduire tonnes. 14 000, oui. D'accord, wow. Et donc ça permettra aussi de réduire de façon significative notre empreinte carbone. Mais quoi qu'il en soit, le problème existe. Je pense que tout le secteur, on travaille tous ensemble, et l'objectif à terme, c'est vraiment d'atteindre cette ambition et que chaque bouteille qui est vendue soit aussi collectée. Et ça passe aussi par une sensibilisation du consommateur à perpétuer le cycle et donc à les sensibiliser à recycler aussi en dehors de chez eux. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur le packaging, par exemple des marques comme Chaudfontaine. D'accord. Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'on a déjà quelques questions qui sont rentrées. Merci pour celle-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas de nous les envoyer. Madame Feinstein, quand on regarde l'évolution de la demande du public par rapport au packaging notamment, c'est quoi le packaging le plus populaire en 2021? En fait, c'est un sujet très complexe parce que il n'y a pas, on sait tous que le consommateur, il y a une différence entre ce que le consommateur dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il préfère ou dit préférer et ce qu'il achète. Et donc, il faut vraiment prendre les choses de manière plus complexe que juste une réponse quel est le packaging préféré. Quand on demande aux consommateurs finalement le packaging le plus durable pour vous, ils vont nous citer le carton, par exemple. Ils vont nous citer le carton parce que pour eux, le carton est recyclable, compostable, etc. Après viendra le verre parce qu'ils ont l'impression que c'est réutilisable. Et puis après, finalement, quand on regarde ce qu'ils font, ils vont peut-être pas acheter systématiquement des packaging en carton ou en verre pour d'autres raisons. Parce qu'on voit des tendances, notamment après le Covid, vers une plus grande demande de sécurité et de réassurance par rapport au packaging. On l'a vu dans la vidéo, le packaging est vraiment quelque chose d'important pour s'assurer que le produit est safe, que le produit est safe d'une manière générale. Et par rapport au verre, il y a la tendance convenience, le verre, il faut le porter, il faut aller le mettre à la bulle à verre, etc. Donc pour le consommateur, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une grande différence. Mais je rejoins les avis ici, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion, notamment par rapport à tous ces termes que l'on utilise pour parler du recyclage, du RPET, économie circulaire, etc. On le voit, les études ont montré que pour le consommateur, tout ce qui est durabilité est important. Par contre, il associe ces concepts de manière fausse. Et donc, il y a une perception qui n'est pas toujours la bonne. Or, on dit toujours perception égale réalité. Mais donc, je crois qu'on a tous une responsabilité dans l'éducation du consommateur, mais que ce soit les fabricants, bien sûr, mais aussi, je crois, les États, et notamment par l'éducation à l'école. On voit dans les pays scandinaves, par exemple, qu'ils apprennent tous ces concepts déjà tout petits, ce qui fait que plus tard, ce seront des adultes beaucoup plus responsables. Et puis, il y a le consommateur, comme vous le disiez, on compte sur lui pour qu'il ramène ou qu'il collecte ces packaging en plastique et les mette dans le sac bleu. Et donc, on a tous une responsabilité par rapport à ce sujet qui est un sujet important et sur lequel on doit vraiment prendre position. Et c'est vrai que le secteur fait beaucoup de choses, mais je crois que ce n'est pas encore toujours très clair pour le consommateur. Et donc là, il y a vraiment encore un travail d'éducation à faire. Ja, en wat ik daar vooral hoor is... Eigenlijk doet de sector al behoorlijk wat. Ik zou zelfs durven zeggen, veel meer dan ik zelf verwacht had. Maar de communicatie daar rond komt niet altijd voldoende door. U zegt ook, mensen zeggen iets, maar doen af en toe wel iets anders. Ik veronderstel dat u dat ook wel merkt als u de consument gaat ondervragen. Maar het grootste deel is en blijft natuurlijk opvoeding. Als we niet weten
wat we moeten doen, ja, dan gaan we het ook niet. Dus zowel, ik veronderstel, opvoeding in scholen, opvoeding als ouders. Het is een heel belangrijk punt. We gaan eens even kijken welke vragen er op dit moment zijn binnengekomen. We hebben nog ongeveer een kwartiertje om een aantal van jullie vragen te beantwoorden. Een eerste vraag voor Patrick Jobé. La Belgique est un pays densément peuplé avec beaucoup d'industries. De nombreux produits chimiques peuvent être présents et n'ont pas encore été recherchés. Comment est-ce que le secteur de l'eau fait-il face à ces défis? Et on est dans le vif sujet de ce qu'on entend depuis une semaine, je pense, dans nos journaux. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? La bonne nouvelle, c'est que les eaux minérales, les eaux de source sont certainement les produits les plus contrôlés de toute la chaîne alimentaire. Ils sont avant tout probablement les plus protégés aussi, puisque nous avons la chance d'avoir plusieurs sites en Belgique qui sont tous dans des zones naturelles protégées et, comme je l'ai dit tout à l'heure, protégées depuis des siècles. Et donc on a anticipé, je dirais, tous les défis qu'on a aujourd'hui par rapport à ces pollutions qu'on parle, que ce soit via l'industrie, via l'agriculture ou via nos pratiques personnelles. Ce qu'on fait dans nos jardins a un impact aussi, n'oublions pas. Et on n'est pas dans un monde fermé, donc c'est clairement un monde ouvert. Donc, premièrement, on est dans des zones protégées dans lesquelles les sources de pollution sont très faibles et sont contrôlées et évitées depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Et alors l'autre point également, c'est que, comme je le disais, on contrôle ce produit de manière très forte, puisqu'on va contrôler plus de 300 paramètres différents sur les eaux en bouteille et à tout moment de la vie de l'eau, donc depuis la source jusqu'à la bouteille. Et aussi, donc on va avoir ce contrôle complet sur tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on contrôle déjà tout ce qu'on appelle, on parle ici dans la question, tout ce qu'on appelle des contaminants émergents. Donc on contrôlait les choses qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore, en tout cas, ils ne sont pas contrôlés de manière globale pour peut-être d'autres produits. C'est ça, ok. Voilà. Sûrement pas obligatoire. Nous, on contrôle les choses qui ne sont pas obligatoires. Donc, on a vraiment une vue la plus complète. On va vérifier, par exemple, si c'est un des défis pour l'eau potable. C'est maintenant, on se rend compte qu'on parle de virus, on en retrouve dans les eaux. On parle d'hormones féminines qu'on va retrouver dans les eaux. En tout cas, les eaux qui ne sont pas protégées et qui sont contaminées. Et donc, on va contrôler cet ensemble pour s'assurer, nous, puisque c'est notre défi, c'est que cette eau pure naturellement soit délivrée telle qu'elle au consommateur. Et donc, il y a vraiment un contrôle très fort, avec une garantie qui est vraiment très forte également pour le consommateur. Et cet emballage contribue également à ça, à préserver cette pureté de nouveau jusqu'au consommateur. Ja, inderdaad, iets wat we moeten begrijpen is inderdaad dat die verpakkingen er net voor zorgen dat al die zaken die jullie controleren, zelfs de zaken die jullie niet verplicht moeten controleren, maar waar jullie eigenlijk al een voorloper op zijn, dat ervoor zorgt dat die verpakking dat water blijft beschermen. En wat u ook zegt is van, we moeten natuurlijk ook zelf een beetje kijken wat we zelf in onze eigen tuinen gaan doen, want uiteraard in een zone waar heel lang al de grond bekeken wordt, is er natuurlijk iets minder risico aanwezig. Een andere vraag die ik hier zie binnenkomen, meneer Boumra. Y a-t-il une différence dans la manière et la possibilité de protéger la zone de captage des eaux minéralisées naturelles entre la Flandre et la Wallonie? Je pense que c'est une question très difficile. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre ou si quelqu'un d'autre a une réponse par rapport à cette question. Je ne suis absolument pas expert et je laisserai M. Jobé donner plus d'explications. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on se situe. Et voilà, il y a l'eau de Chaudfontaine, par exemple, a une zone d'infiltration qui est relativement restreinte. Et donc, il y a des mesures, comme M. Jobé l'expliquait, qui ont été prises pour s'assurer justement qu'on garde la pureté originelle et qu'on évite des contaminations. Maintenant, ça dépend certainement du type d'eau que vous captez. Et là, je regarde vers M. Jobé qui en sait beaucoup plus que moi sur le sujet. C'est vrai que la Belgique est un pays un peu particulier, on le sait. Et que donc, la bonne nouvelle, c'est que, d'abord sur les eaux minérales, les eaux de source, c'est que cette protection a démarré il y a bien longtemps et nous sommes en fait quelque part à la base de la législation qui a été mise en place pour protéger les ressources. D'accord. Donc c'est vraiment ASPAC a démarré cette législation qui a été en 1924 imposée à l'ensemble
des eaux en bouteille belges. Donc c'est 1924, donc on va fêter bientôt un siècle. Et donc cette protection a été mise en place et c'est l'Europe après qui est revenue, en tout cas notamment pour la Belgique, et qui a imposé à l'ensemble des pays membres en disant écoutez, l'eau est un élément extrêmement important pour la vie au sens large et pour nous humains. Et donc c'est important de la protéger aussi bien en quantité qu'en qualité. Et donc l'Europe a imposé à l'ensemble des pays membres de dire vous devez mettre en place toute une série d'actions et de réglementations pour préserver cette qualité et cette pureté pour assurer tous les services que vont rendre l'eau. Et donc après, la Belgique étant un pays avec plusieurs régions, chacune des régions a pris des mesures et des réglementations qui sont très proches, c'est-à-dire que toutes les eaux qui sont destinées à la consommation humaine vont devoir mettre en place des zones de protection. Donc toutes les eaux du robinet doivent mettre en place des zones de protection, comme les eaux minérales le font depuis un siècle ou plus en fait. Et donc voilà. Okay. Et alors après, il y aura des petites différences par rapport aux mesures, sachant que si vous partez d'une situation détériorée, c'est évidemment compliqué de ramener dans une situation, qui est son pristine état. Par contre, si vous parlez d'une situation qui est préservée, c'est plus facile de la préserver. Et donc, il y a ça aussi au niveau international. On se rend compte que la bataille d'essayer de... On a peu importe ce qu'on a, on le traite et on aura quelque chose de super, elle est un peu perdue. Il vaut mieux en fait préserver et éviter pour être sûr que dans le futur, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent toujours boire une eau pure et naturelle. C'est ça notre défi aujourd'hui. Dus de grote uitdaging is inderdaad om te beschermen wat er is en ervoor te zorgen dat men niet het water moet gaan zorgen dat het weer beter wordt, maar vooral te zorgen het water dat nu goed is, om dat effectief ook goed te gaan houden. Een andere vraag, mevrouw De Greven. Merken jullie dat er gezien de discussie rond verpakkingen een evolutie is in de vraag naar glazen flessen? Nee, eigenlijk niet. Want ja, er is een verschil tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen. En er kan wel een milieubewustzijn of een duurzaamheidsbewustzijn zijn, maar finaal zijn er nog andere factoren die meespelen. En bijvoorbeeld het gebruiksgemak voor consumenten speelt ook mee. Het feit dat glazen flessen teruggebracht moeten worden naar de winkel zorgt dat het net iets minder comfortabel is dan die eenmalige fles mee te nemen. Of eventueel zelfs te opteren voor kraantjeswater, zoals dat sommigen in het filmpje toch wel bleken te doen. Inderdaad, dus u onderschrijft wat we net gehoord hebben. Mensen zeggen dingen en doen dan misschien weer andere zaken. Mevrouw Hellemans, zien jullie een wijziging in het consumentengedrag gezien corona? Daar hebben we inderdaad veel onderzoeken mogen over uitvoeren de laatste maanden. Hè. Dat is geen verrassing. De aandacht voor gezondheid zien we daar zeer sterk in terugkomen. Aandacht voor lokaal, hè, daar hebben we daarnet al gehoord. Als mensen ook nu denken aan duurzaamheid in de context van voeding, dan komt lokaal daar ook zeer sterk naar voren. Dat is niet enkel plastic of verpakking, maar de korte keten van bij ons. Dus dat is ook een aspect dat zeer sterk speelt. En waarschijnlijk versterkt is door COVID. Maar ook de aandacht voor voeding as such. We zijn heel lang in onze kleine cocon moeten blijven. En in die zin waren dat de kleine pleziertjes van de dag die ons daardoor hebben getrokken ook. Dus enerzijds het terugkijken naar gezondheid, maar ook naar plezier. En daar heeft voeding en dranken daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Dus toch een aantal goede dingen die we dan maar allemaal zullen meenemen uit die crisis die corona ons allemaal gegeven heeft. Encore une question, Monsieur Jobé. Les mesures de protection sont-elles également positives pour la biodiversité autour des sources? Vous en avez déjà touché un tout petit peu un mot. Est-ce que... C'est bien sûr ça aussi, puisqu'on parle ici de zones qui font plusieurs milliers d'hectares, hein, dans lesquelles en fait c'est des milieux en général protégés, des milieux naturels. Et clairement, toutes les mesures de protection qui sont mises en place maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, voire siècles, comme je disais tout à l'heure, ont un impact positif sur l'environnement et en particulier les écosystèmes et la biodiversité. C'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée très longtemps, c'est comment mesurer ça?
quel est le moyen, puisque la biodiversité est quelque chose de très large. Hein. On parle des petites plantes, des petits oiseaux, des petits insectes, de toute une série de choses. Comment vous faites? Eh ben, on a développé à SPA et dans l'ensemble de nos sites de production en Europe un moyen un peu original. En fait, on fait du bee monitoring, c'est-à-dire avec les abeilles. Donc, on se fait aider par les abeilles pour aller en fait mesurer cette biodiversité. D'accord. Et aussi voir le bien-être de l'abeille. Donc en fait, on a une capacité, grâce à cette étude, à voir comment un élément important, et vous savez que les pollinisateurs et l'abeille est extrêmement important, puisque si les pollinisateurs disparaissent, il y a 70% de notre alimentation humaine qui disparaît aussi. Donc l'enjeu est fondamental. Et donc on va en fait mesurer l'information, savoir comment est la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Voir comment vont les abeilles, si elles vivent bien dans cette biodiversité qui est développée. Et la troisième chose, on va également tester ce qui est en train de nous arriver. Donc, on parlait de produits chimiques éventuellement. Et donc, on va aller mesurer s'il y a des traces de pesticides, s'il y a des traces de métaux lourds. Et comme ça, quelque part, avoir la vision du début du cycle de l'eau, hein, même si nos eaux vont prendre plusieurs années, voire dizaines d'années, comme pour la bru, environ 50 ans. Donc on va mesurer au début du cycle pour voir si tout va bien. Et on peut démontrer aujourd'hui que toutes les mesures que l'ensemble du secteur fait et fait toujours dans les zones de protection a un impact positif sur la biodiversité, avec tous les services écosystémiques que vont rendre cette biodiversité pour le bien-être des gens, pour la qualité de l'atmosphère, pour le piégeage des gaz à effet de serre, hein, puisque travailler sur les zones humides et les zones de fagne piège les gaz à effet de serre. Donc il y a tous ces rôles qui sont joués. Donc oui, bien sûr. Oui, intéressant, très intéressant. Je regarde un peu le timing et je pense qu'on a le temps pour prendre encore une question. Monsieur Bonra, dans quelle mesure est-il difficile de combiner la protection des sources avec l'activité humaine dans l'environnement? C'est une question difficile. Difficile, mais en fait, je pense que de toute façon, à partir du moment où on protège à la source et qu'on établit des règles, justement, par exemple pour l'exploitation agricole, on s'assure de maintenir cette pureté originelle. Donc à partir de là, le challenge, c'est vraiment de garder la pureté originelle jusqu'au cheminement, jusqu'au consommateur final. Et donc ça passe aussi par l'embouteillage, mais aussi par le packaging qui doit pouvoir restituer cette qualité. Ok. Oui. Peut-être ajouter un mot, c'est que je pense qu'avant tout, c'est le dialogue. C'est qu'on est dans un monde global et donc on doit absolument générer un dialogue et expliquer les enjeux et comprendre les intérêts des uns et des autres. Donc on est dans un milieu effectivement où l'humain est admis, heureusement, sinon nous ne serions pas là. Et donc l'important, c'est vraiment d'avoir ce dialogue avec les parties prenantes locales et régionales, hein, puisqu'on parle d'extension, et de pouvoir expliquer l'importance de pourquoi on veut faire ça, quel est l'objectif. Et dès que le moment et le dialogue est lancé, on peut mettre en place des actions qui vont avoir un impact positif. C'est tout le développement durable, bien sûr pour la nature, mais aussi pour l'homme et également pour l'économie. En dat is een hele mooie, denk ik, om mee af te ronden. Het gaat over dialoog. Dat is uiteindelijk wat we hier vandaag rond de tafel, in de zetel zal ik zeggen, hebben willen doen om eigenlijk stakeholders samen te brengen, om die dialoog op gang te brengen, om die dialoog ook levendig te houden. En ik denk dat we kunnen zeggen dat er echt die twee luiken zijn in het hele duurzaamheidsverhaal. Enerzijds ervoor zorgen dat die bronnen beschermd blijven, dat die unieke eigenschappen van het product beschermd blijven en natuurlijk verder investeren in duurzame verpakkingen. En dat gesprek blijven aangaan met alle stakeholders. En ja, communiceren en blijven communiceren. Het hebben over al die goede zaken die jullie al doen. J'aimerais bien évidemment remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis ce matin. Je pense qu'on est plus ou moins prêt pour prendre son lunch. Réfléchissez bien quelle eau vous allez boire. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec moi ici à Bruxelles dans ce magnifique endroit. Dank je wel aan jullie allemaal om hier vandaag met mij te zijn geweest. Heel veel dingen heb ik bijgeleerd. Ik hoop hetzelfde voor u thuis. En heel graag tot een volgende keer. Tot kijk.